Kairé à toutes et tous et bienvenue pour cette deuxième partie de la vidéo portant sur la fondation de Massalia. Alors juste avant de l'aborder, demain, je vous rappelle, je prendrai un sujet voté dans les commentaires, donc ruez-vous dès à présent dans les commentaires. Et avant de continuer, une petite annonce pour la suite du programme. Certains m'ont dit que voilà, le fait de faire chaque soir en même temps que le live la vidéo, c'était un petit peu dur de suivre et il fallait faire pas mal de choses. Alors bon, on est confinés, mais on est tous très occupés, j'en suis certain. Donc ce que je vais faire à présent, c'est que, enfin dès demain je sortirai, donc ce soir je fais le live, hein, normal, mais demain je ferai une vidéo, d'accord? Mais je ne ferai pas le live le soir même, je ferai le live le lendemain soir. Et après ce live, le lendemain je ferai une vidéo, et ainsi de suite. Voilà. Et c'est dans le live que je présenterai le sujet du lendemain. Donc on va faire comme ça dès à présent. Donc fermeture de la parenthèse. Et nous allons à présent un petit peu commenter ce que nous avons raconté hier, puisque hier nous avons filé tout du long le mythe de fondation de Massalia. Et ce mythe, je l'ai fait durer sur plusieurs siècles en réalité. On aurait dit que ça se passait en une ou deux générations. En réalité, de l'eau a coulé sous les ponts durant cette petite épopée. Alors, avant toute chose, je vais faire un petit point sur la colonisation dans le monde grec, puisque ça me semble essentiel pour comprendre la venue des Grecs à Massalia. Il faut comprendre que au 8e siècle avant notre ère débute ce qu'on appelle la période archaïque dans le monde grec. On l'a appelé ainsi parce que c'est à cette période que la civilisation hellène connaît un renouveau après des âges qu'on qualifie en histoire antique des âges obscurs, après une période assez trouble découlant de la fin des guerres mycéniennes. Ça pourrait faire l'objet d'un sujet, et de la fin de l'Empire mycénien. Alors, pendant cette période apparemment de troubles, des aristocrates tenaient les terres, et ils ont fini par la céder à des groupements de fermiers qui ont rassemblé leur village pour fonder des communautés qu'on appelle les polis, donc les cités-États. Là, je vous la fais très courte, mais si ce sujet vous intéresse, on pourra en parler plus longuement. Et ces cités-États utilisent la phalange comme moyen pour s'affronter, donc une formation militaire très compacte, pareil, qui peut faire office d'un sujet, et ces derniers s'affrontaient dans des sortes de guerres rituelles qui avaient un énorme avantage, pour résumer, c'est qu'elles laissaient assez peu de morts sur le champ de bataille, et surtout, elles permettaient aux perdants d'uniquement céder l'objet du conflit, donc généralement le champ de bataille. Sur lequel on s'était affronté justement. Et cette cité avait d'autres moyens pour essayer de subvenir à ses besoins, sachant qu'elle avait perdu une partie de ses richesses. Et ces autres moyens, c'était les arts, l'artisanat et aussi le commerce. Le fait de ne pas perdre son corps civique, de ne pas perdre ses forces vives et de ne pas faire une guerre incessante, une violence qui monopolise tout le corps masculin, permet en fait à ces cités de trouver des alternatives à la perte de territoire. Et en fait, c'est ça qu'on va appeler le miracle grec entre le 8e et le 6e siècle de notre ère. Donc c'est vraiment ce miracle est dû à l'apparition de la phalange, et une des conséquences de ce miracle, c'est la colonisation de la Méditerranée par les Grecs. Alors, il y a plusieurs raisons pour les Grecs de partir. D'abord, la première, celle qui est la plus souvent évoquée, c'est ce qu'on appelle l'étroitesse des terres. On suppose que ces affrontements ont fait très limité, ont permis un essor démographique sur le continent, et les cités qui ne voyaient pas leur corps civique massacré à la guerre et qui, en plus de ça, perdaient des territoires, devaient bien se nourrir. Pour ce faire, elle avait besoin de commercer et surtout, elle avait besoin d'exclure une partie de sa cité. Donc on dit souvent que l'étroitesse des terres a poussé les Grecs à sortir de la petite Grèce, comme ça, et à aller s'implanter dans des terres plus fertiles voisines. Donc ce phénomène, il connaît plusieurs étapes que je résumerai juste après. Une autre des raisons qui est avancée, c'est justement les guerres civiles. Le fait que, au sein d'une même cité, on s'affronte, puisqu'on cherche à imposer un système politique, puisque le propre de la police, de la cité-État, c'est de se donner un système politique cohérent, isolamique, pareil, ça je pourrais en parler dans une autre vidéo, et en cas d'affrontement et en cas de défaite d'un camp, on peut proposer à ce camp de partir fonder son modèle de citoyen idéal à l'étranger. Voilà, c'est beaucoup plus simple, et surtout ça permet d'envoyer une partie de son corps civique
de l'autre côté de la Méditerranée et finalement d'agrandir la cité, que les deux gardent des liens entre la colonie et la métropole, tout en permettant eh bien, à la colonie d'obtenir une forme d'indépendance et d'autonomie politique. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est la quête commerciale. En fait, très vite, les Grecs, du coup, en développant leurs arts et leur artisanat, vont pouvoir avoir des exportations, des denrées précieuses qui vont être désirées par beaucoup de populations et de civilisations méditerranéennes. Et les Grecs vont chercher à les exporter. Et de même, en retour, eux vont chercher à ramener en Grèce des biens qui ont de la valeur et qu'on ne trouve pas sur le territoire grec. Donc en fait, à cette période, la Méditerranée commence à devenir un petit peu une autoroute. D'autant plus qu'ils ne sont pas les seuls sur ce territoire. Alors, cette colonisation, elle se passe en plusieurs étapes. Notamment, en fait, la première étape la plus importante, ça va être celle de coloniser l'Ionie, donc la côte d'Asie mineure. Phocée est elle-même très probablement une colonie grecque, mais pendant les âges obscurs, puis de coloniser la mer Noire, un petit peu le sud de la Méditerranée, mais il y a un problème puisque là-bas il y a les Phéniciens, ça j'en reparle juste après, et coloniser ce qu'on appelle la Grande Grèce, c'est-à-dire l'Italie du Sud, qui est donc finalement juste en face, l'Italie du Sud et la Sicile, qui va devenir une des places les plus riches du monde grec, d'un point de vue culturel. Alors, ça c'est le premier effort de colonisation qui a lieu à peu près vers le 8e et 7e siècle. Mais cet effort de colonisation commence à se ralentir vers la fin du 7e, notamment parce qu'il se confronte à d'autres adversaires en Méditerranée, les Phéniciens, qui eux-mêmes sont des marins, des commerçants, qui viennent justement des côtes du Levant et qui commencent doucement doucement à s'implanter sur toutes les routes commerciales menant du Levant jusqu'au détroit de Gibraltar, et qui a fondé une place très importante, Carthago, Carthage, qui, dès la période archaïque, commence à avoir une domination assez importante sur le bassin occidental de la Méditerranée. Alors, tous ces récits de fondation, en plus de cités, correspondent à plein de mythes et à la mise à l'écrit de ces mythes. Le renouveau de l'écriture, c'est 8e et 7e siècle, c'est pas un hasard. Et notamment le mythe de l'Odyssée, donc le voyage d'Ulysse, finalement, qui est mis à l'écrit à cette période par Homère, eh bien, il raconte certains éléments des voyages et certains points géographiques de la Méditerranée. Ce sont des points de repère pour les marins, de même que différents mythes de fondation. J'ai parlé hier des colonnes d'Héraclès, donc en fait du détroit de Gibraltar, qui est en fait une porte permettant d'accéder au commerce vers l'Atlantique. D'accord ? À l'époque déjà, le commerce de l'Atlantique existait, et j'en reparlerai. Et justement, je vous ai dit que les Phocéens y avaient pris part. En fait, ce sont d'abord les Samniens, qui sont juste en face, une petite île des côtes d'Asie mineure. Samos a été la première à découvrir apparemment par hasard le royaume de Tartessos, donc en Andalousie actuelle, un royaume très riche, fort doté en or et en minerais, notamment en minerais de fer. Et finalement, ce sont les Phocéens qui vont exploiter ces ressources pendant un temps donné, et grâce à ces ressources, vont pouvoir bâtir leurs remparts. Ça, c'est un point à retenir, c'est que les Phocéens sont d'abord des navigateurs au long cours, dès la période archaïque, c'est-à-dire qu'ils voyagent très loin, avec des navires qu'on appelle les pentécontaires. Pareil, l'archéologie a démontré qu'il y avait eu une évolution maritime, évidemment, à cette période, et les Phocéens, apparemment, auraient été assez innovants à cette époque, et auraient été dotés de navires assez rapides, assez longs, dotés de 50 rames. Ces pentécontaires leur permettaient justement d'acheminer des denrées depuis le détroit de Gibraltar jusqu'à Phocée, ce qui apparemment les a grandement enrichis, et l'archéologie le prouve, Phocée, en effet, s'est dotée de remparts à cette période. Donc elle est devenue une place forte, et elle n'avait plus besoin en fait de menacer ses voisins, de les affronter sur le champ de bataille, puisqu'elle pouvait se cacher tranquillement derrière ses remparts. Et d'ailleurs, plusieurs sources l'indiquent, ce sont les Phocéens qui vont commencer en fait à s'intéresser plutôt à la pêche, au commerce et à la piraterie, assez tôt, grâce à leur avantage maritime et en se cachant derrière leurs remparts. Donc, et c'est là où on va arriver à la fondation de Massalia, dont je parlais hier. Je vous ai dit, tout le mythe avec Protis, Égyptis, tout ça, c'est un beau mythe, mais il y a plein de choses à récupérer là-dedans. D'abord, comment s'organise une expédition coloniale ? D'abord, on choisit ce qu'on appelle un oikiste,
c'est-à-dire l'oikiste, c'est celui qui va fonder la future maison, hein, donc c'est le chef de l'expédition. Ce dernier doit demander à l'oracle de Delphes un présage lui permettant de choisir un emplacement. En fait, on sait que ces grands sanctuaires panhelléniques, hein, puisque Delphes est un sanctuaire panhellénique, ça je pourrais en reparler aussi, ces grands sanctuaires panhelléniques vont prendre énormément d'importance, notamment d'un point de vue concret, pour aider à la colonisation, puisqu'il ne s'agissait pas d'envoyer une colonie grecque juste à côté d'une autre, hein, tout en sachant qu'en plus les deux sont ennemis. Non, le but, ça va essayer de planifier un petit peu cet effort de colonisation. Ça marchait plus ou moins. En tout cas, pour les Phocéens, on leur a proposé d'aller dans une zone qui était assez dangereuse, mais qui semblait extrêmement intéressante d'un point de vue commercial. Et vous verrez, j'y reviendrai très prochainement pourquoi. Donc, ils obtiennent donc des indications, ils doivent aller s'implanter dans le nord de la Méditerranée occidentale, ils doivent amener avec eux des divinités pour se protéger, ce qu'on appelle emporter avec soi une divinité polyade, c'est-à-dire polyade, donc c'est la divinité de la cité qui va la protéger. Ils vont donc à Éphèse, donc, où en fait il y a un grand culte à Artémis qui est fait là-bas. D'ailleurs, selon Hérodote, une des grandes, une des 7 merveilles du monde, c'était le sanctuaire d'Artémis d'Éphèse, justement. Et il va emporter ce culte oriental très important. Donc Protis, hein, le chef d'expédition, il va l'emporter avec lui à travers la Méditerranée. Alors, ça aussi, c'est attesté par l'archéologie parce que la propagation du culte de l'Artémis d'Éphèse s'est fait à partir du moment où il y a eu la colonisation de Massalia. Donc là maintenant, je vais enfin vous mettre une date à cette colonisation de Massalia. On est environ en 600 avant Jésus-Christ. Donc il y a aujourd'hui 2000, que je ne vous dise pas de bêtises, 2620 ans. Voilà. Il y a 2620 ans, ils ont fondé Massalia. D'ailleurs, c'est très précis puisque certains auteurs disent que c'est exactement 120 ans avant la bataille de Salamine. D'autres disent que voilà, c'est à l'époque du roi Tarquin. Bref, tout concorde pour dire que c'est la fin 7e et début du 6e siècle. Donc on est sur la fin de la période archaïque en fait. Et cette période assez tardive ne correspond pas en fait à des conflits autour de fossés. Fossé a assez de terre, donc c'est pas l'étroitesse des terres. Il n'y a pas de guerre civile, il n'y a pas d'ennemis extérieurs. C'est vraiment une expédition commerciale et culturelle. Et le culturel permet notamment de lier des relations avec des populations et de créer des alliances. C'est ce qu'ils vont faire un petit peu, et celle qui nous est parvenue, c'est l'alliance avec Rome. Au moment où cette expédition est passée par Rome, il faut comprendre que la cité de Rome était commandée par des rois, donc en l'occurrence par Tarquin, et c'était une petite cité. Les cités du nord étrusques étaient beaucoup plus puissantes, ou Carthage était bien plus puissante à l'époque. Mais les Phocéens vont décider de s'allier avec cette dernière pour plusieurs raisons. Tout d'abord, tout le sud, hein, en dessous de Rome, eh bien, il y a plein de cités grecques déjà. Donc on ne peut pas s'installer. C'est la première chose. Il n'y a pas de débouchés commerciaux. Ce n'est pas une bonne implantation. Et au-delà de Rome, il n'y a pas d'implantation grecque à ce moment-là. Donc il faut choisir un allié proche qui serait un relais permettant de revenir facilement vers le monde grec et d'avoir un allié en cas de conflit avec des barbares hein, dans le nord. On ne sait pas encore comment il est considéré, mais très probablement les Grecs à l'époque ils devaient considérer les Romains comme des barbares. Donc ils se font des alliés, et pour se faire des alliés, ils leur proposent très probablement des sortes d'accords commerciaux privilégiés, et surtout, ils leur donnent une divinité hein, qui va les lier. Hein. Si on a un culte commun, on va se sentir rapprochés de même civilisation. Alors, par la suite, ils ne s'implantent pas sur les rivages étrusques, mais ils vont s'implanter sur une petite, pas une péninsule, mais une petite avancée sur la mer, qui est ce qu'on appelle la Corne du Lacidon, avec juste à côté hein, le Vieux-Port, l'actuelle ville de Marseille. Alors l'emplacement est bien choisi, puisque c'est un emplacement facilement fortifiable. D'ailleurs, les Phocéens, une des premières choses qu'ils vont faire, c'est fortifier le site, hein, c'est se protéger d'adversaires, et surtout on peut très facilement tenir ce comptoir commercial. Et il est assez bien placé, il est ni trop loin, ni trop près des derniers comptoirs grecs, et surtout, il est proche de l'embouchure du Rhône, qui commence à devenir un axe majeur. Alors, juste avant de continuer sur la fondation de Massalia, je vais refaire un point général.
tout ça a lieu en même temps un autre phénomène, c'est l'essor de la civilisation étrusque et l'essor de la civilisation celte, les deux étant fortement liés. Donc les Étrusques, ce sont des populations qui vivaient dans le nord de l'Italie et surtout qui étaient implantées en Toscane et qui étaient fortement influencées par les Grecs sur beaucoup d'aspects. Et cette civilisation faisait un petit peu une sorte de pont entre le monde grec et le monde celtique. Et à la même période, en fait, la civilisation de Hallstatt, qui est une civilisation qui s'est développée en fait au nord des Alpes et près du Danube et du Rhin, va connaître un énorme essor entre, on va dire, pour vraiment résumer et faire une fourchette très large, le Xe siècle avant et le VIe siècle avant. Cette civilisation d'ailleurs est requalifiée après de civilisation de Thènes. Bon, j'en finis avec les classifications parce que mon sujet n'est pas de parler des Celtes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les Celtes connaissent un énorme essor démographique et civilisationnel, issu notamment du développement des routes commerciales, et l'axe rhodanien commence à devenir un axe fondamental. Et c'est ça que les Grecs vont chercher, notamment parce que les Grecs, eh bien, ils ont besoin d'une denrée qui est très précieuse dans leur civilisation, c'est le cuivre, qui rentre dans la composition du bronze. Il vous faut de l'étain, c'est l'étain qu'ils viennent chercher. Il leur faut de l'étain et du cuivre, d'accord ? Ça, c'est fondamental pour faire du bronze. Or, à cette époque, l'étain, on le trouve principalement en Cornouailles, donc en Angleterre, et on le trouve en Galice, donc au nord-ouest de l'Espagne. Et les routes commerciales qui permettent d'y accéder, c'est soit l'axe rhodanien, la Garonne, ou surtout le détroit de Gibraltar. Or, entre le 7e et le 6e, les Phéniciens, et notamment les Carthaginois, ont multiplié leur implantation commerciale sur le bord de la Méditerranée occidentale sud, et détiennent et verrouillent le détroit de Gibraltar, qui le tiennent très fortement, et on peut supposer qu'ils faisaient des prix prohibitifs pour les Grecs, si ce n'est carrément leur empêcher d'accéder à cette ressource. Donc les Phocéens sont partis à la recherche de cette denrée. Et ils s'implantent justement au moment où les Carthaginois commencent à avoir une domination totale de cet espace géographique. Donc ça, on le sait, puisque on peut faire correspondre la fondation de Massalia avec la fondation des implantations carthaginoises du Maghreb et d'Andalousie, notamment Malaga, par exemple. Et ça, l'archéologie nous le dit, et l'archéologie aussi nous le dit. Avant le 6e, au 7e siècle, il n'y a quasiment pas d'objets grecs en Méditerranée, en Provence. Donc là, on va parler du territoire français, en Provence, et on a une explosion d'objets archéologiques grecs à partir de là. Et les fouilles qui ont été menées à Marseille, même, tendent à prouver qu'en effet, cette fondation a bien eu lieu en moins 600. Et elle tend à démontrer que le mythe a raison, elle ne s'est pas faite dans la violence, puisqu'il n'y a pas de traces d'affrontement, du moins à cette période. Pareil, là, on retourne donc au mythe, un mythe qui aurait été fait, une fondation qui se serait appuyée sur un mariage, sur l'union. En fait, tout est dans le mythe, et tout est dans les noms. Il faut faire un petit peu d'étymologie pour comprendre le mythe. Il y a plusieurs noms qui correspondent, mais si on prend la version d'Aristote, Protis ne s'appelle pas Protis, il s'appelle Euxène, c'est-à-dire le bon hôte, celui qui est bien accueilli. Et la femme qu'il prend, elle s'appelle Péta. Or, Péta, en langage celtique, ça veut dire une petite, alors c'est des interprétations, une petite pièce de terre. Donc il a carrément épousé un petit bout de terre qui lui a été offert par qui ? Par Nanos. Nanos, c'est le roi donc qui accueille Protis, et Nanos, c'est le nain. C'est un petit seigneur celte. Donc ils sont mis en contact avec une petite tribu, pas trop puissante, qui pourrait devenir leur allié. Et en plus de ça, ce petit seigneur, il a tout de suite accepté. Il aurait pu refuser finalement le mariage. Et dans le mythe, non, pas du tout. Il y a la tradition, on respecte. Sauf qu'en fait, non. L'implantation des Grecs, c'est une aubaine pour lui. Une énorme aubaine. Et vous allez voir pourquoi. Et enfin, pour finir, Aristote nous dit qu'à partir de là, Péta va prendre un nom grec. Donc la femme la femme celte va prendre un nom grec lorsqu'elle va se marier à un grec. Et elle va s'appeler Aristoxène. C'est-à-dire la meilleure des hôtes, celle qui accueille le mieux. C'est vraiment, voilà, tout est dans le mot. Donc, retenez ça, la Provence, c'est la terre d'accueil par excellence. Voilà. Ça, c'est petite flatterie pour nous autres méridionaux. Alors,
Je continue. À partir de là, la ville de Marseille s'implante, elle commence à se fortifier, donc on voit que la tradition des phocéens se perpétue dans la région. Finalement, Massalia a cherché à reproduire le modèle de sa métropole, mais en Occident. Hein, une cité commerciale, de pêche et un petit peu de piraterie, comme vous allez le voir. De pêche, d'ailleurs, on le retrouve aussi dans l'étymologie du nom, puisque Massalia, le plus probable, c'est que ça vient de Massala, qui veut dire, en fait, en grec ancien, c'est lié à la pêche. Donc, très probablement, au début, ce sont surtout des pêcheurs, et d'ailleurs, l'archéologie sous-marine a mis au jour des navires, et puis pas que l'archéologie sous-marine, l'archéologie sur le site archéologique du centre Bourse à Marseille, donc en plein cœur de Marseille, a mis au jour des navires, et notamment un navire de pêcheurs de corail. Hein, donc on a un petit navire cousu qui date de cette période, et qui s'appelle d'ailleurs l'Egyptis. Je vous invite, si vous allez à Marseille, à aller voir cette épave, et si vous pouvez, à aller voir la reproduction qui a été faite par le projet Protis, qui sont des amis et qui sont vraiment extrêmement pros dans le domaine. Hein. Si ça vous intéresse, vous me demandez en commentaire, je vous enverrai peut-être le lien. Alors, ce sont d'abord des pêcheurs et tout porte à croire qu'au début, ça se passait plutôt bien. Voilà, l'implantation se passe bien, la cité se développe. D'un point de vue archéologique, on sait que c'est à cette période qu'elle commence à mettre des petits comptoirs. Donc là, c'est vraiment des comptoirs, c'est-à-dire des relais commerciaux. Emporion en Catalogne, Téliné, Arles, Rhodanensis, c'est Saint-Gilles. Ils commencent à contrôler le Rhône pour la simple et bonne raison que, via le Rhône, leur arrivent plusieurs denrées extrêmement précieuses. L'étain, dont je vous ai parlé, l'ambre, qui est une denrée précieuse qui vient de mer Baltique et qui, par le réseau commerciaux celtique, arrive jusqu'en Méditerranée et arrive par Marseille, donc l'ambre, et aussi du fer, des céréales, des esclaves. En échange, qu'apportent les Grecs? Eh bien, en s'implantant, ils vont amener avec eux leur mode de vie, et notamment, ils vont amener déjà le raisin. Voilà, la première vigne française, eh bien, elle a été plantée sur la butte Saint-Charles. Bon, aujourd'hui, les coteaux de la butte Saint-Charles sont plus trop fameux, mais voilà, le plus vieux cep de vigne trouvé en France, c'est la butte Saint-Charles. Donc, ils amènent le vin, qui va plaire énormément à la civilisation celtique, évidemment, et ils vont amener aussi l'olivier, voilà, et l'huile d'olive. Donc ils amènent de nouvelles cultures qui vont enrichir les populations locales. Alors, ces denrées vont faire la richesse de Marseille. En plus de ça, ils vont échanger des objets manufacturés avec les populations celtiques. Des armes de prestige. Hein, on retrouve de l'armement grec dans les tombes aristocratiques celtes à partir du 5e du 6e et du 5e siècle avant notre ère, de la céramique notamment parce qu'il faut transporter les denrées alimentaires, mais surtout, il faut pouvoir la consommer. Attention, le vin, ça ne se consomme pas n'importe comment. Il faut un cratère, il faut certains vases, et pour l'aristocratie celtique, c'est un énorme prestige d'acquérir ces objets. Et d'ailleurs, on voit que c'est allé très loin, puisque un des plus bels exemplaires de ces échanges commerciaux, c'est le magnifique cratère de Vix, qui date donc de cette période, de la période archaïque, qui a été retrouvé donc en Bourgogne. Je vous laisse taper ça sur Internet, VIX. C'est un magnifique cratère et qui atteste de la consommation de vin rituel dans le monde celtique et des échanges entre le monde grec et très probablement Marseille jusqu'aux confins de la Gaule, donc jusqu'en Bourgogne. Puisque la Bourgogne, c'est vraiment le confin de la Gaule. Petit clin d'œil à nos amis bourguignons. Je continue. Alors, la ville de Marseille va s'enrichir et elle va connaître quelques petits déboires. D'abord, il faut savoir qu'elle commence à s'implanter à Alalia, donc en Corse, et elle commence ainsi à faire en fait une sorte de route commerciale qui part des côtes catalanes jusqu'à Marseille, de Marseille jusqu'à la Corse et de la Corse jusqu'au sud de l'Italie, et qui détourne en fait la route de l'étain du détroit de Gibraltar. Il faudrait que j'ai une carte, mais tant pis, vous allez comprendre, du détroit de Gibraltar ou des Alpes et du monde alpin étrusque. Voilà. Et donc du coup, ces deux anciennes puissances qui étaient en train de monter se retrouvent contournées d'un point de vue commercial par les Grecs qui, en plein milieu, font un chemin commercial pour leurs denrées et pour s'accaparer des richesses qui, autrefois, étaient un petit peu l'apanage des Étrusques et des Carthaginois. Et ça va attiser des jalousies qui vont s'accélérer avec la venue de nouvelles populations. Donc ces nouvelles populations, elles sont venues
et ça on le sait grâce au texte historique, de Phocée. Et donc là, ça rejoint à la fois le mythe et les sources historiques, puisque comme je le disais hier, la ville de Phocée va être attaquée par l'Empire achéménide. En fait, cet immense empire, je ne vais pas en parler maintenant, si vous ne connaissez pas les Perses, il faut me demander un sujet et je peux vous en parler. Mais là, je ne vais pas en parler maintenant, mais il y a un immense empire qui naît en Orient et qui va s'emparer de la métropole Phocée. Donc on est en 544 avant, et une partie de la population, une bonne moitié, va s'enfuir et elle va venir s'implanter à Alalia, donc en Corse, Aléria. Et là, on nous dit qu'il s'adonne à la piraterie, activité apparemment courante chez les Phocéens. Toujours d'ailleurs, aujourd'hui, on sent qu'ils ont gardé cet héritage, hein, nos chers amis de la ville de Marseille. Et donc, les Phocéens vont, en faisant des actes de piraterie, vont donner un prétexte à Carthage et aux Étrusques de s'attaquer à cette petite colonie, Alalia, en Corse, pour couper l'ancien chemin dont je vous parlais tout à l'heure, commercial. La bataille, je vous en ai parlé hier, elle tourne en défaveur des deux camps. En gros, il y a des grosses pertes de chaque côté. Les Grecs finissent par rester installés quand même à Alalia jusqu'au IIIe siècle, d'un point de vue archéologique, mais les Étrusques s'emparent du reste de la Corse. Donc en fait, les Grecs ont regardé un petit comptoir fortifié et ont pu conserver leur route commerciale, mais n'ont pas pu dominer la Corse. Là où les Étrusques ont commencé, eux, à faire un autre axe commercial, menant en fait de la Corse à la Sardaigne carthaginoise, et donc une sorte d'alliance entre les Étrusques et les Carthaginois. Et de l'autre côté, les Romains, les Grecs et les Massaliotes. Et les Phocéens restants, survivants, vont s'enfuir et s'installer à Marseille. Ça va faire exploser d'un point de vue démographique la cité, ce qui va lui permettre de continuer son effort de colonisation, et même de l'accélérer, ce qui va faire peur aux tribus locales. On nous dit dans le mythe qu'un des descendants de Nanos va tenter d'attaquer par surprise Marseille. Eh bien, ce mythe-là, il correspond en fait aux premières traces de conflits qui existent entre les Grecs qui s'implantent dans la région et le monde celtique, et qui datent, on va dire, de la fin du 6e et du début du 5e siècle avant. Et d'ailleurs, d'un point de vue archéologique, c'est intéressant de voir que c'est à cette période que les fortifications des sites massaliotes vont s'intensifier, qu'on retrouve des traces de conflits dans les petits territoires voisins, sur certaines oppidas voisines, donc ça veut dire que les Grecs eux-mêmes ont attaqué certaines oppidas, et enfin, à la fin du 5e et au 4e siècle, les Grecs vont carrément payer des ingénieurs pour aller construire des fortifications sur les oppidas, donc les fortifications de leurs alliés celtes, notamment autour de Marseille, mais pas seulement. Donc dans cette vidéo, je ne vais pas parler après de toute l'implantation de Marseille en Provence. Moi, je m'arrête là au mythe. Si ça vous intéresse, la thalassocratie, on va dire, massaliote, et l'histoire de Marseille, après leur implantation, on peut en parler, mais il faut la demander en commentaire. Mais ce qu'il faut retenir par rapport à ça, et pour continuer sur ce mythe-là, c'est que, en effet, il y a eu des conflits avec les Celtes qui ont eu lieu plus tard, suite à l'arrivée des Phocéens. Donc après, il y a eu une sorte de période de stabilisation. Massalia connaît un essor assez fulgurant, et elle va être confrontée à l'essor de la civilisation celtique. En fait, à la fin du 5e et au début du 4e, les Celtes descendent en fait en masse. Ils vont faire des invasions, notamment dans la plaine Padouane, donc en Italie. Donc ils vont mettre fin à la civilisation étrusque. Ils vont assiéger Rome. Donc ça, c'est le mythe du bouclier de Brennus, pour celles et ceux qui connaissent. Et à cette même période, on nous dit que Marseille est assiégée. Sauf que Marseille, elle, n'est pas prise. On nous dit que voilà, Artémis apparaît, ce que je disais dans le mythe, au chef. Et le chef dit, ok, d'accord, je rentre pour prier Artémis sans armes. Mais quand même, le mythe nous dit que le chef celte est rentré dans la cité. En fait, encore une fois, ça montre que les Massaliotes, dans cette phase difficile d'expansion celtique, ont très probablement négocié et ils ont commercé plutôt qu'affronté leurs adversaires. D'autant plus que ces Marseillais avaient une sorte de résilience grâce à leur fortification qui semblait peut-être insurmontable aux Celtes, ou du moins très difficilement prenable sans perte. Et à partir de là, on va voir se renforcer les liens entre Marseille et Rome. On me demandait en fait dans les vidéos d'expliquer un petit peu l'influence qu'ont eu les Massaliotes dans la région avec les Romains. Et bien notamment, on sait que Marseille, après ça, va devenir une excellente alliée de Rome pour plusieurs points. Cette alliance ancienne, ce culte commun à l'Artémis d'Éphèse, et enfin, on dit que les Massaliotes ont payé, en fait, ont donné, se sont cotisés pour donner une partie de la rançon que les Romains
devaient payer. Donc, et plus tard, ils vont aider les Romains durant les guerres contre Carthage. Donc les Marseillais, les Massaliotes, vont être d'excellents alliés pour les Romains. Et finalement, ces Romains eh bien, vont faire tourner leur culture progressivement vers le monde grec, hein, influencés notamment par ce passage des Phocéens et par les cités grecques installées en Italie du Sud. Quant à la civilisation celte, elle-même va être fortement influencée par cette population grecque, notamment parce qu'on nous dit que à cette période, eh bien, les Ligures et les Celtes, les Saliens, tous les Celtes qui habitent sur la bordure méditerranéenne, eh bien, s'habillent un petit peu à la grecque, que les Grecs, eux, de leur côté, commencent à se doter de vêtements ibériques et celtes, si bien qu'en fait, Marseille, la cité, est obligée de passer des lois pour interdire à ses citoyens de se vêtir comme des barbares, sinon on ne pourrait plus reconnaître qui est un citoyen et qui est un étranger. Voilà, donc il y a une acculturation qui s'est faite. Les Celtes vont adopter la langue grecque pour leur commerce, et même, ils vont adopter l'écriture. Là où les Celtes, jusqu'alors, n'avaient jamais écrit, la première langue dans laquelle ils vont écrire, ça va être en langue grecque. Ils vont écrire en grec, mais dans leur propre langue. Et c'est d'ailleurs les premiers vestiges d'écriture de cette civilisation celtique, ils sont en grec. Donc ça, c'est un autre apport assez important. On sait qu'ils vont avoir des lieux de culte communs. Donc déjà l'Artémis d'Éphèse, qui est installée à Massalia, mais aussi, par exemple, et là je vais citer un autre site archéologique qui est Olbia, pas loin de Hyères, il y a en fait une sorte de sanctuaire, j'en parlais je crois hier, lié à la médecine, lié à Apollon et aux bergers, et c'est un sanctuaire où on trouve beaucoup d'exotos, écrits en grec, mais en langue celtique, et qui servait à la fois aux Grecs d'Olbia et aux Celtes qui étaient voisins. Donc il y a eu une sorte de vivre ensemble très efficace à cette période, et les différents mariages semblent attester qu'il y a eu un mélange entre les populations. D'un point de vue génétique, de cet héritage, eh bien, la Provence conserve plus de 6% de son génome de population, qui est un gène grec. Quand on sait que ce sont 2 seulement éléments de migration qui ont eu lieu dans l'histoire, au 6e, enfin au début du 6e et à la fin du 6e siècle, eh bien, c'est quand même assez imposant. Après, le truc, c'est qu'ils ont dominé la région pendant longtemps. Donc, comme ils ont connu une certaine ère de prospérité d'un point de vue démographique, ça a dû progressivement prendre de l'ampleur, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Voilà, donc j'espère que cela vous a plu, et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo pour un autre sujet. N'hésitez pas à proposer dans les commentaires. Portez-vous bien!